Salut Sarah! Comment ça va? Bien, toi? Ça va très bien, merci. Pis, comment va cette nouvelle vidéo? Ah, ben, tranquillement pas vite, je dis. Veux-tu un café? Ouais, s'il te plaît. OK! Donc, ta vidéo? Ouais, merci pour le café en passant, il est vraiment bon. Ça avance tranquillement pas vite, mais je suis vraiment pas sûr encore du sujet que je vais choisir. C'est sûr, il y a vraiment beaucoup de sujets que je pourrais aborder. Bon, sûrement pas sur les plantes, là, je vais me donner une petite pause, mais ouais, je suis ouvert aux possibilités. Peut-être quelque chose thématique marin, sinon Halloween, j'adorerais, mais bon, c'est dans longtemps encore. En tout cas, t'en penses quoi, toi? Sarah? Sarah? Allô? Sarah? Je me demandais quelque chose. Puis je pense que ça pourrait être un sujet de vidéo. Oh oui? Pour vrai? Vas-y, je t'écoute. Comment ça se fait qu'on a des animaux de compagnie comme mes chats? En quoi est-ce qu'ils diffèrent des animaux dans la nature? Puis, en général, comment ça fonctionne la domestication des animaux? Bonne question. Je vais aller demander à Judith. Judith! Quoi? Dans le fond, j'aurais besoin de ton aide pour répondre à une question que Sarah m'a demandé. C'est sur la domestication des animaux, puis ça serait aussi le sujet de mon prochain épisode. T'es partante? Yup. Hein? T'es déjà prête? Ben oui. Puis toi aussi? Ben oui, t'as raison. Bon ben, allons-y. Allons-y! Bonjour tout le monde, bienvenue à le deuxième épisode de C'est-tu vrai qui, vous l'avez probablement compris, portera sur la domestication des animaux. Je vous le dis tout de suite, je suis pas sociologue, anthropologue ou historien, je m'appelle Louis et je suis étudiant en biologie, donc naturellement, la vidéo va plutôt se concentrer sur l'aspect biologique de la domestication des animaux, même s'il va quand même avoir un aspect historique qu'on va voir parce que c'est essentiel pour bien comprendre le sujet. Pour commencer, je pense qu'il serait pertinent d'y aller avec une définition de la domestication, histoire de se mettre dans le bain. Je vous lis ça. La domestication est le processus dans lequel des populations d'animaux changent génétiquement et phénotypiquement en réponse à la pression de sélection associée à une vie sous supervision humaine. J'ai rien compris. En tout cas, le problème avec des définitions comme celle-là, c'est qu'elles contiennent beaucoup de termes scientifiques qui rendent difficile de comprendre un concept quand, on connaît pas ces termes-là. Donc, en gros, pour vous faire ça simple, la domestication, c'est le processus par lequel un animal va changer pendant sa vie sous l'influence des humains. Mais là, on est dans partie sur les chiens, donc je vais vous parler de chiens. On commence avec cette espèce parce qu'en plus d'être très iconique et adorable, les chiens sont aussi les premiers animaux ayant été domestiqués, il y a plus de 15 000 ans, voire 30 000 ans. Ça fait tellement longtemps que c'est, à notre connaissance, la seule espèce à avoir été domestiquée avant le début de l'agriculture. Mais là, vous vous demandez peut-être, comment ça s'est passé la domestication des chiens? Même s'il serait tentant de répondre « Je sais-tu, moi, j'étais pas là », avec nos connaissances actuelles, il est quand même possible d'avoir une petite idée.
Mais pour ça, je vais devoir aborder notre premier concept biologique de la domestication, les 3 chemins de la domestication. Pour illustrer le tout, voici un tableau avec nos 3 chemins. Le chemin du commensalisme, le chemin de la proie et le chemin dirigé. Là, le tableau est pas mal vide, mais inquiétez-vous pas, on va le remplir au cours de l'épisode. En tout cas, avant de commencer à remplir un tableau de toute façon, il faut comprendre ce que veulent dire les différentes colonnes. Commençons avec la première, le chemin du commensalisme. Hey Judith, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Au! Salut, je viens interrompre Louis parce qu'avant d'emprunter le chemin du commensalisme, je crois qu'il serait pertinent d'expliquer c'est quoi le commensalisme. Simplement, le commensalisme, c'est quand tu as une espèce A qui profite de, par exemple, les restants de nourriture d'une espèce B, puis que l'espèce B, ça n'y fait ni chaud ni froid. En revanche, si c'était bénéfique pour elle, par exemple, en rendant son environnement plus propre et que c'était nécessaire à la survie de l'espèce B, car elle ne connaît pas le concept du ménage, ce serait de la symbiose. Et, au contraire, si l'espèce B dépendait de ses déchets pour survivre parce que ça lui permettait de se cacher des prédateurs, eh bien l'espèce B souffrirait de la présence de l'espèce A dans son entourage. Il s'agirait donc de parasitisme. Oh, Louis se réveille! À plus tard! Ouch, ma tête! Bon, j'en étais où là? Ah oui, le chemin du commensalisme. La particularité de ce premier chemin, c'est qu'en plus d'être le premier à s'être déroulé, c'est le seul qui ne commence pas par les humains voulant délibérément emmener des animaux vivre auprès d'eux. Un peu comme si c'était ce chemin-là qui avait appris aux humains qu'il était possible de vivre sécuritairement avec des animaux. Comme on est dans du commensalisme et que c'est une initiative des animaux, c'est typiquement les individus les moins agressifs et les moins peureux qui venaient piquer nos affaires ou profiter de nos restes. Encore aujourd'hui, il existe des animaux comme le Ratons laveurs sont tellement cute! Qui vivent près des milieux habités par les humains et qui profitent de nos déchets. Ce sont des animaux synanthropes. Mais c'est pas tous les animaux synanthropes qui sont domestiqués pour autant. Par exemple, ces adorables ratons. Ouais, d'autres images sont même trop cute. Ok, donc les ratons dépendent souvent beaucoup des humains pour leur survie, sans qu'on en souffre trop. Sauf quand ils viennent manger nos sandwichs dans nos glacières avec leurs petites pattes pleines de doigts agiles. Malgré tout, les ratons laveurs ne sont pas considérés comme des animaux domestiques pour autant. Pour que ce soit le cas, il faudrait que les humains décident d'utiliser cette espèce animale qui profite de sa bouffe. C'est seulement là que débute la domestication, aussi nommée l'exploitation des animaux. Évidemment, le premier animal qu'on va mettre dans notre tableau et qui sera dans la colonne du commensalisme est le chien. Il s'en venait temps de revenir au sujet principal de cette partie. En effet, le chien est considéré comme l'exemple par excellence du chemin du commensalisme. Tout débute avec le loup gris, ou Canis lupus si vous êtes un parleur de langue morte, il y a entre 15 000 et 30 000 ans. Mais vous devriez déjà le savoir si vous avez écouté tantôt. Pour ce qui est du lieu de la domestication des chiens, malheureusement, j'ai pas de réponse très claire à donner. On sait juste que c'est quelque part en Eurasie que ça se serait passé, possiblement à plusieurs endroits en même temps. Heureusement, j'ai quand même un fait intéressant niveau localisation pour vous. Les chiens autochtones d'Amérique seraient, selon pas mal de sources solides, des descendants de chiens introduits depuis la Sibérie qui seraient arrivés avec les humains il y a plus de 10 000 ans. Autre fait intéressant, dans le fait intéressant, les lignées de chiens venant de l'Arctique américain, genre les huskies, auraient été beaucoup croisées avec des loups après leur passage de la Sibérie aux Amériques. C'est quand même un fait notable parce que généralement on a très peu croisé les chiens avec des loups post-domestication. Mais comment ça se passe dans les 2 autres chemins de la domestication? Pour le chemin de la proie, ça débute par l'action de l'humain. En effet, grosso modo, le chemin de la proie consiste à prendre une espèce chassée par l'humain, typiquement un gros herbivore, comme source de nourriture et de l'apprivoiser, puis l'emprisonner pour rendre plus facile l'accès à la ressource viandeuse. Donc le but de ce chemin à la base n'était pas de domestiquer en tant que tel, mais plutôt d'améliorer la gestion des ressources. Le chemin de la proie ne serait ainsi pas nécessairement une manière de se simplifier la vie pour pouvoir éviter de chasser, mais serait
parfois nécessaire pour les communautés humaines de l'époque qui étaient de plus en plus nombreuses et se sédentarisaient et avaient de plus en plus grands besoins de nourriture, mais ne voulaient pas non plus épuiser la ressource animale. Maintenant, troisième et dernier chemin, le chemin dirigé. C'est celui à être apparu en dernier historiquement, à une époque où on n'était pas à notre premier coup d'essai en domestication animale. Il n'est donc pas surprenant que ce soit le seul chemin qui a débuté avec un objectif délibéré de domestiquer une espèce. J'ai pas grand chose à dire de plus pour le chemin dirigé. C'est généralement celui qui est emprunté par les humains quand ils font « Hey check, un animal cute, on le domestique! » C'est donc généralement le chemin utilisé par les domestications modernes. Un gros merci pour votre écoute et on se retrouve bientôt pour la partie 2. On sait trois